Dans cette deuxième partie sur le langage, nous allons évidemment le considérer du côté de son aspect de communication, de moyen de communication. Ce qui évidemment est un terme extrêmement important pour le langage, une fonction très, très importante du langage. Sachant qu'à partir du moment où on parle de communication, on parlera plutôt de parole, puisque la communication se fait de manière orale. Comme on le voit ici, la parole, si on veut la définir, c'est un élément du langage articulé. C'est une pensée exprimée à haute voix en quelques mots. Donc elle met en jeu un rapport intersubjectif entre deux personnes douées de parole, tout simplement. Et évidemment, à partir de là, le langage et la parole deviennent des moyens d'échange. Et d'échange de quoi ? Eh bien, d'échange d'informations. En effet, grâce au langage, nous voyons que moi par exemple, détiens une information, toi tu détiens une information, et grâce au langage, nous allons pouvoir échanger des informations. Ça, c'est un schéma idéal de dialogue. Fondamental aussi pour constituer une culture. On imagine, Émile Benveniste a expliqué que dans le fond, être un homme, c'est avoir accès au langage, et avoir accès au langage, c'est avoir accès à une culture. La culture, sa propre culture, est d'une manière générale à la culture des hommes. Mais, comme on va le voir tout de suite, il peut arriver que ce schéma soit brouillé par un certain nombre de soucis, en particulier celui du fait que quand quelqu'un me dit quelque chose, utilise donc le langage, je ne vais pas toujours saisir son intention. Et ce sera le lieu de bien des malentendus. L'intention, c'est Husserl qui l'a précisé, est fondamentale dans cette notion, dans cette idée que le langage puisse nous permettre d'échanger des informations. Voilà donc maintenant je crois, intéressant passage et une intéressante illustration du problème du langage comme langage de communication. Mais je vous laisse regarder ça. Oh, dis donc, j'ai vu un film incroyable sur Canal+, La Marche de l'Empereur. La Marche de l'Empereur. Oui, c'est grandiose. Ça se passe en Antarctique. Ah bon ? T'as des centaines d'empereurs qui marchent sur la banquise pendant des jours et des jours. Parfois, ils plient sur le ventre pour aller plus vite. Tu vois ? À un moment, il y en a un qui se fait dévorer par un phoque. C'est horrible. Et t'as aussi des passages hyper émouvants, comme quand il se passe les œufs. Non, parce qu'avant, ils s'étaient tous accouplés. Pendant des heures. Voilà un bel exemple d'équivocité qui aurait gagné à utiliser de bonnes définitions pour éviter, évidemment, ces équivocités. Autre exemple, intéressant. Oh, dis donc, j'ai vu un film incroyable sur Canal+. Le secret de Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Mais si, tu sais, c'est l'histoire de deux cow-boys qui sont engagés pour garder des moutons. Ah ouais. Et donc, ils les emmènent à Brokeback Mountain. Bien sûr. Et puis tu sais quoi ? Bah, ils tombent amoureux. Waouh. Mais un jour, il arrive un accident effroyable. Et là, mais c'est super triste. Parce qu'en fait, le secret de Brokeback Mountain, c'est qu'ils se retrouvaient là-haut. Pour vivre leur amour. Encore un exemple d'équivocité qui aurait gagné à se référer à quelques dictionnaires et à réfléchir sur le fait que le bon sujet était attribué au bon prédicat et vice-versa. Donc que se passe-t-il ? Eh bien, dans les échanges,
Les informations qui devraient, comme on l'a vu tout à l'heure, s'échanger d'une manière tout à fait transparente, ne s'échangent pas toujours de manière tout à fait transparente. Si bien que la vérité que nous cherchons comme moyen de se libérer et de maîtriser le réel, évidemment, suppose un certain nombre de pratiques, un certain nombre de vérifications auxquelles le simple langage ne suffit pas. Il faut encore avoir affaire et souvent s'adresser au réel pour qu'il nous apporte la caution de l'expérience pour qu'on puisse parler de lui de manière véritable. Alors quels sont les filtres et les parasites qui peuvent gêner la transmission des informations? Eh bien, ce seront les langues, évidemment, nous l'avons vu tout à l'heure. Parler une langue étrangère n'est pas facile, et la comprendre. Ce sont les vocabulaires, on l'a vu aussi, empereur n'est pas toujours empereur, ours n'est pas toujours ours. Et puis ce sont aussi, et peut-être le frein le plus fondamental, la différence des cultures. Benveniste montre par exemple que le noir et le blanc n'ont pas du tout la même signification en Europe qu'en Chine. Et les gestes de politesse sont totalement différents, eux aussi, et pourtant ce sont aussi des langages. Donc un certain nombre de parasites qui peuvent empêcher l'information de se transmettre facilement, et on voit donc l'information être transformée par la lecture de l'un des interlocuteurs, voire des deux. C'est une limite du langage qu'on ne peut pas négliger, qui peut être certainement, avec un certain nombre de précautions, résolue, dépassée, au moins en partie, grâce encore une fois au recours à ce dont on a voulu se libérer, mais qui est le réel, dont on ne peut pas totalement se libérer, dans la mesure où il reste l'étalon de la vérité, pour la plupart des types de savoir. Cependant, on peut aussi imaginer que l'on se libère complètement de la réalité. À ce moment-là, on passera du côté de l'art. Mais encore un dernier détail avant de voir cette libération totale de la réalité grâce à l'art. Celui-là, par exemple, là où on voit deux personnages utiliser des cultures et des langages pour le moins différents. Je ne m'aventurerai pas à essayer de lire ce qu'a dit le jeune homme. Trop difficile. Mais, donc, l'art peut se libérer totalement de la réalité. À ce moment-là, il ne prétendra plus nous permettre d'acquérir une maîtrise du réel et nous permettre d'acquérir des véritables savoirs et des vérités, si ce n'est les vérités de l'art, que nous avons déjà vu dans une leçon précédente. Mais voyons un exemple de cette difficulté que le langage a à dévoiler, par exemple, des sentiments, qui sont par essence secrets, cachés et qui aiment échapper au langage. Nous allons voir cet exemple avec Cyrano de Bergerac, qui va parler à la place de son ami à l'amoureuse, à la fiancée de son ami, parce que lui sait parler, tandis que son ami en est bien incapable, comme va d'ailleurs en juger la fiancée. Mais je vous laisse les écouter. Qui lance des cailloux? C'est moi, Qui, moi? Christian. Je voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal. De grâce, à notre amour, cela serait fatal. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser juste Dieu de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas, cet amour, l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous lentement, mon ami?
Vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Quoi? Dans l'ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand. Vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes. Bon, nous voyons donc là un exemple du véritable pouvoir du langage, pourvu qu'il ne prétende plus dire exactement, dire des sentiments qui restent cachés. Tout un jeu de la rhétorique. Nous pouvons donc en conclure que le langage comme moyen de communication et d'échange d'informations est quelquefois victime de ses limites, mais il reste un moyen essentiel de création de nos cultures communes et de la culture, jusqu'à devenir un art parfois et se libérer alors totalement de la réalité et de la vérité objective pour devenir un moyen de communication sans pareil. Mais le langage arrive à se libérer totalement de la réalité quand il crée des réalités imaginaires qui nous font accéder à des mondes tout aussi beaux que les pièces de Racine. Là, nous allons assister à la création par quelques mots, par de simples mots, et grâce à un bon acteur, très bon acteur, de tout un monde, de toute une réalité splendide. Mais je vous laisse l'écouter avant de terminer complètement cette leçon. À peine nous sortions des portes de Trézène. Il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix, l'œil morne maintenant, et la tête baissée, semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sortit du fond des flots, des airs à ce moment à troubler le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide, l'onde avance, se brise et vomit à nos yeux, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est orné de cornes menaçantes, tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut. L'air en est infecté. Le flot qui la porta recule épouvanté. Tout fuit. Et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots,
pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux, tomber en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de sang, de feu et de fumée. La frayeur les emporte, et sourds à cette fois, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voie. En effort impuissant, leur maître se consume, ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit que l'on vit même, en ce désordre affreux, un dieu qui d'aiguillons pressait leurs flancs poudreux. À travers les rochers, la peur les précipite. Les cieux crient et se rompent. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes, lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils traîné par les chevaux que sa main a nourrissent. Il veut les rappeler, mais sa voix les effraie. Il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques où des rois, ses aïeux, sont les froides reliques. J'y cours en soupirant et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints. Les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin après ma mort de la triste Aricie. Cher ami, si mon père un jour désabusé plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende à ce mot, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré, triste objet où des dieux triomphe la colère, et que méconnaîtrait l'œil même de son père. Voilà un bel exemple du pouvoir des mots, libérés de la réalité, qui nous amène bien loin. Le pouvoir des mots qu'utilise aussi la philosophie. Après tout, la philosophie, ce ne sont que des mots, qui quelquefois peuvent toucher notre façon de vivre. Mais il est temps de se dire adieu.